Bien, bonjour à tous et à toutes. Bienvenue à ce webinaire proposé par Manika et qui va vous présenter un sujet autour de la continuité d'activité. Je déroulerai donc mon slideware sur une trentaine de minutes à peu près il sera organisé en deux parties. Une première partie un petit peu généraliste autour de la continuité activité, des plans de continuité activité, des différents types de risques, de sinistres, etc. Et puis je finirai sur un focus orienté sur le Covid-19 qui en ce moment nous confine tous, ou presque tous, à la maison. Voilà, alors je ne vais pas vous parler très longtemps de moi, hein, vous pourrez revoir ce slide dans un second temps. Voilà, ça fait maintenant plus de 30 ans que j'interviens dans le domaine de l'IT et plus de 20 ans que je travaille sur du conseil et de l'audit autour des problématiques de sécurité de l'information, technique et gouvernance, et également de continuité d'activité et de gestion de crise. Voilà. Je vais passer tout de suite à la diapositive suivante. De la même façon, hein, très rapidement sur Manika, l'objectif étant pas de vous présenter en détail le cabinet. Je suis un des associés fondateurs du cabinet qui s'est appelé à l'origine Atexio, qui maintenant s'appelle Manika depuis janvier de cette année. Voilà, on est un cabinet de conseil, audit et formation sur les domaines de la sécurité et de la continuité. On est plus d'une quarantaine de personnes et on intervient pour tout type de clients avec un certain nombre de labels de certification divers et variés. De la même façon, j'avance. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet et avec un sommaire que je vous présente. Hein, donc, une première partie sur qu'est-ce qui peut provoquer une crise, qu'est-ce qui pourrait amener à activer un plan de continuité d'activité, les conséquences que peuvent avoir une crise, avec une vision sur les réactions qui sont possibles. Globalement, il y en a deux principales et on les verra. L'analyse du contexte et du besoin dans le cadre de la mise en place d'un PCA, puis la mise en œuvre du PCA en tant que tel. Et c'est dans cette dernière partie que je ferai un focus sur le coronavirus. Alors si je commence par qu'est-ce qui peut provoquer une crise? Alors un certain nombre d'événements peuvent provoquer une crise, bien entendu. Alors encore une fois, on parlera de la pandémie qui arrive actuellement. J'y reviendrai largement tout à l'heure. Mais parmi les différentes choses qui peuvent amener à activer un plan de continuité d'activité, pour autant qu'on en ait mis un en œuvre, et j'y reviendrai également, on va retrouver les catastrophes naturelles. Alors, je ne vais pas détailler là aussi les différents sujets que je vous présente, mais c'est juste pour resituer le fait que il y a un certain nombre de choses et Mère Nature peut des fois nous jouer des tours avec des crues, des séismes, des ouragans. Alors bien sûr, selon les endroits où on n'est pas soumis aux mêmes conditions climatiques, mais tous ces sujets-là peuvent arriver. Et je vous ai mis quelques exemples qui permettent de se rappeler que ce ne sont pas que de la théorie, mais que ce sont bien des choses qui arrivent en pratique. De la même façon, des accidents, alors différents types d'accidents nucléaires, industriels, là aussi des réalités avec Fukushima en mars 2011 ou avec Lubrizol plus près de nous et plus récemment du côté de Rouen, une usine type Seveso qui a brûlé et qui a effectivement généré un gros panache de fumée avec un certain nombre de problématiques de confinement déjà à l'époque, mais un confinement plus restreint, plus limité dans le temps et dans l'espace. Autre type de problèmes que l'on peut rencontrer, qui peuvent amener à activer un plan de continuité, des facteurs humains. Alors deux types de facteurs humains, des facteurs liés à des malwares ou du piratage qu'on verra après, et puis des facteurs hors malware et piratage. Donc, alors, voilà, les exemples, encore une fois, ne sont pas exhaustifs, on peut en identifier ou en imaginer d'autres, mais c'est pour vous situer un peu les différents sujets sur lesquels le PCA va pouvoir se positionner et apporter des éléments de réponse, voire des réponses tout court. Des grèves, des actes de malveillance, des révolutions, du terrorisme, voilà, ou des erreurs, encore une fois. N'oubliez pas que un système d'information ou une organisation qui est agressée peut l'être par malveillance, mais peut aussi l'être par erreur. Voilà, je vous ai mis l'exemple de la RATP en octobre 2017 qui a
bloqué trois gares en Île-de-France du RER A suite à une erreur, un trou qui a été percé au mauvais endroit, au mauvais moment. Voilà. Également, bien sûr, des problématiques donc liées à des malveillances humaines sur des malwares ou du piratage. Hein. Donc là aussi, quelques exemples plus ou moins récents. Hein. On se souvient de Saint-Gobain avec NotPetya en 2016. Là également, plus proche de nous, des attaques sur, par exemple, le CHU de Rouen en novembre 2019, avec un cryptolocker qui s'était déployé et effectivement une demande de rançon. Toujours dans les sujets qui peuvent amener à activer ou à déployer un plan de continuité d'activité, on va donc retrouver les épidémies, les intoxications et bien entendu les pandémies. Donc là aussi, quelques exemples en 2004, en 2006, hein, avec le virus Ebola. Alors, août 2004, mais Ebola est toujours actif, hein, en particulier en RDC. Hein, donc, ça date d'août 2004, mais ça ne s'est pas nécessairement totalement arrêté. Hein, il y a régulièrement des résurgences. Ou alors des intoxications dues typiquement, par exemple, à un cargo du côté d'Abidjan qui, en 2006, avait déversé une partie de sa cargaison de résidus toxiques. Et puis plus récemment, depuis décembre 2019, hein, effectivement, notre ami coronavirus qui est venu nous voir, j'y reviendrai hein, largement un peu plus tard. Donc voilà, aujourd'hui, il est là depuis 2019. En tout cas, il est apparu en Chine en fin d'année 2019. Il est chez nous et il est un peu partout dans le monde à l'instant où on se parle. On y reviendra. Et il est là pour encore quelques semaines, quelques mois, d'aucuns disent peut-être quelques années. La visibilité n'est pas nécessairement claire hein, sur ce sujet-là. Alors, une fois qu'on a identifié un petit peu ce qui peut générer, provoquer une crise et poser différents problèmes, on va se poser la question quelles sont les conséquences globalement suite à une crise. Alors, de façon très macroscopique, hein, je ne vais pas rentrer dans les détails, on pourrait passer beaucoup plus de temps bien sûr sur ce sujet, mais de façon très très macroscopique, globalement, voilà, on va retrouver un certain nombre de conséquences ou d'impacts hein, liés à une crise. Alors, des impacts de type business. Alors, business, bien sûr, si vous êtes dans un domaine, si l'organisation est dans un domaine de type privé, qui a vocation à faire du business au sens commercial du terme, mais dans les organisations publiques, hein, il peut y avoir aussi une problématique, alors c'est pour ça que j'ai mis business entre côtes, une problématique liée au cœur de métier, hein, si on est une mairie, si on est un hôpital, ou, voilà, selon les différents types de métiers, c'est un impact sur l'activité hein, au final. Euh, D'autres types d'impacts qui pourraient être juridiques, hein, bien sûr, hein, parce qu'on ne va pas être capable de fournir un certain nombre par exemple, de services ou de produits et on peut avoir un impact juridique. Des impacts, bien entendu, financiers. Hein, là, on le voit bien dans la crise actuelle. Hein, les impacts financiers sont très, très loin d'être neutres. Hein. Des impacts d'image, bien sûr, de marque. Alors, les impacts business, juridiques, image de marque hein, peuvent aussi rebondir en tant qu'impact financier. Et puis des impacts de type humain, sociaux ou d'autres types d'impacts qu'on pourrait imaginer selon les types d'organisation. Et puis on a là aussi, hein, dans certains cas, des sinistres qui peuvent combiner de nombreux types d'impacts, voire les combiner tous. Et encore une fois, notre ami Corona n'y est pas pour rien. On se rend compte que dans des crises d'exception, telles que celles que l'on vit actuellement, les impacts, les conséquences peuvent être très très larges et bien au-delà d'un seul impact, avoir de multiples impacts. On y reviendra. Alors, face à une crise, globalement, hein, on peut se positionner selon deux axes, deux réactions hein, qui sont possibles. Alors la première, c'est on prend le problème en compte et on va chercher à l'adresser. Alors on verra hein, bien sûr que face à certains types de crises, adresser le problème, c'est pas nécessairement simple, hein, mais en tout cas, il y a toujours moyen de mettre en place des mécaniques de continuité d'activité diverses et variées et qu'on va regarder un petit peu plus en détail dans la suite de ma présentation. Et puis on peut aussi se mettre la tête dans le sable hein, et ne pas prendre en compte le problème. Donc ça, il faut pas se cacher. Hein. Il y a un certain nombre d'organisations aujourd'hui hein, qui sont sur ce modèle. Alors pour diverses raisons, hein, ça peut être des bonnes ou des moins bonnes raisons. Alors est-ce qu'il y a des bonnes raisons à ne pas traiter un problème lié, la mise en place d'un plan de continuité d'activité qui pourrait permettre à l'organisation de
de passer outre un certain nombre de problèmes qu'elle pourrait avoir. Je laisse chacun se positionner sur ce sujet. Pour quand même identifier et préciser un petit peu ce que je viens de dire hein, par rapport au fait qu'un certain nombre d'organisations ne traitent pas ce type de problème, sachez qu'il existe un certain nombre d'études. Donc là, je vous ai présenté les résultats d'une étude qui s'appelle Menaces informatiques et pratiques de sécurité, hein, autrement dit MIPS, qui est une étude du CLUSIF, hein, le Club de la sécurité de l'information, qui, cette étude traite de différents sujets et entre autres de la problématique de continuité d'activité et de gestion de crise. Et en 2018, cette étude a lieu tous les 2 ans, donc la prochaine étude sortira cette année en 2020, elle est en cours de formalisation. Mais là, donc la dernière étude MIPS date de 2018 et on pose typiquement une première question qui est la gestion de la continuité d'activité dans votre entreprise couvre-t-elle les scénarios suivants? Donc un certain nombre de scénarios qui sont identifiés, sur lesquels je reviendrai rapidement tout à l'heure. Et vous voyez que 21% des organisations qui répondent disent je n'ai pas de processus en place. Donc là, on est sur des organisations de type privé, des entreprises de type privé de plus de 200 personnes. Donc ça représente une quantité d'entreprises quand même assez sensible. Et pour celles qui, malgré tout, ou heureusement, ont mis en place des choses, vous voyez que le plus fort pourcentage, c'est 54%. Donc on est quand même loin d'avoir une totalité des organisations qui ont déployé la continuité d'activité. Et de la même façon, le pendant de la continuité d'activité, ou en tout cas un des éléments de la continuité d'activité, c'est la gestion de crise. Et là, de la même façon, on repose la même question. Hein, votre gestion de crise que vous avez déployée comprend-elle différents types de cellules ou différents types de processus? Et de la même façon, là aussi, 25% des organisations répondent j'ai rien fait. Voilà, donc il y a encore du boulot, encore le besoin de prendre en compte cette nécessité de continuité d'activité et on ne désespère pas que les choses s'améliorent avec le temps. Et peut-être qu'une crise comme celle qu'on est en train de vivre va permettre d'ouvrir les yeux, si je peux le dire comme ça, à certaines organisations. À suivre. Alors, du coup, on parle effectivement pour répondre à une problématique de crise, de continuité d'activité. Alors, on peut se poser la question, c'est quoi un plan de continuité d'activité? Alors là aussi, j'ai fait assez simple et assez macroscopique. On pourrait là aussi en parler des heures, voire des jours entiers. Un plan de continuité d'activité, c'est quelque chose qui va permettre de faire face à une situation de crise qui perturbe ou qui interrompt une activité ou les activités d'une organisation. Voilà, donc vous vivez quelque chose de plus lourd que d'habitude. C'est pas juste un petit problème de production informatique et le juste n'est pas du tout péjoratif. Mais ça n'est pas que un problème de production informatique, c'est quelque chose de beaucoup plus lourd que ça, qui fait qu'effectivement on va avoir un certain nombre de soucis et qu'il va falloir prendre en compte. Voilà, donc ça prend en compte, ça comprend, ça intègre des procédures et des moyens techniques pour pouvoir potentiellement continuer une activité, fût-elle en mode dégradé, elle peut être en mode optimal dans certains cas, dans certaines conditions, en fonction de certains types de scénarios, mais elle peut être aussi en mode dégradé et elle va permettre en tout cas l'activité de l'organisation entreprise au sens large, de l'organisation de pouvoir continuer à minima les activités les plus critiques de l'organisation. Voilà. Je vous ai identifié également, je ne rentrerai pas du tout dans le détail, d'une famille de normes ISO, donc de normes internationales qui portent sur la continuité d'activité, et en particulier l'ISO 22301, mais ce n'est pas la seule, il y a un certain nombre de documents, plusieurs documents qui sont identifiés dans cette famille de normes, qui parlent du système de management de la continuité d'activité. Là, j'en dirai pas plus, on pourrait aussi y passer beaucoup de temps. Alors, comment on déploie en fait, comment on organise, comment on se positionne pour mettre en place ce plan de continuité d'activité? Il y a un certain nombre de phases amont qui doivent être faites. Donc, même chose, je vais passer assez rapidement dessus. Typiquement, la prise en compte du contexte, de l'organisation, du périmètre. Est-ce qu'on veut faire un plan de continuité pour une entreprise globale, pour un sous-ensemble de l'entreprise, uniquement un bâtiment, uniquement une fonction, uniquement, enfin voilà. Donc tout ça va devoir être identifié. On va devoir formaliser, positionner un périmètre. On va devoir identifier les activités pour être capable de valider quelles sont celles qui sont les plus critiques, puisque l'idée de la continuité d'activité, c'est en priorité de redémarrer ou de continuer ou de redémarrer les activités les plus critiques. Donc pour ça, il y a une mécanique qui s'appelle le BIA, ou
ou l'AIA en français, l'analyse d'impact sur l'activité. Même chose, hein, je ne vais pas rentrer dans les détails du fonctionnement d'un BIA, mais ça va permettre d'identifier quels sont les temps, les délais de reprise que l'on souhaite mettre en œuvre d'une manière générale. On va également identifier les risques qui pèsent sur les différentes activités, mais aussi sur les locaux, les bâtiments, les équipements, les ressources humaines, etc., et voir dans quelle mesure on n'a pas des risques particuliers. On va qualifier ces risques en termes de probabilité ou vraisemblance selon les méthodologies qu'on utilise. Les terminologies changent, mais on parle toujours de la même chose. Et également selon l'impact ou la conséquence ou la gravité, la même chose, c'est la même terminologie. Enfin, c'est pas la même terminologie, pardon, pour dire la même chose. Et donc, on qualifie ces risques et en fonction à la fois du BIA et de l'analyse de risque ou de l'appréciation des risques, on va être capable d'identifier les stratégies de continuité d'activité. Ces stratégies, elles portent sur des scénarios ou des scénarios différents. Alors, on a globalement, classiquement, encore une fois, on peut organiser ça différemment, mais classiquement, on a 4 grands types de scénarios. L'indisponibilité des locaux ou des sites ou des établissements avec ou sans destruction. Donc ça correspond à 2 types de scénarios. Là, on voit bien qu'aujourd'hui, nos locaux sont indisponibles dans le cadre de la pandémie. On n'a pas le droit d'y aller, enfin, sauf cas particuliers et exceptionnels, mais globalement, on n'a pas le droit d'y aller. Et or, ils ne sont pas détruits. Donc, on est bien dans une indisponibilité des locaux sans destruction. Troisième possibilité, c'est l'indisponibilité du système d'information. Et quatrième possibilité, c'est l'indisponibilité des ressources humaines. Bien entendu, selon les sinistres, on peut avoir une combinaison de plusieurs types de scénarios que j'identifie ici. Voilà, on va définir un certain nombre de seuils de déclenchement. On n'active pas le plan de continuité tous les 4 matins pour un tout petit souci qui ne poserait pas un grand problème. Donc, on va positionner un certain nombre de seuils d'escalade, d'activation de la cellule de crise. La CCRI, c'est la cellule de crise. Voilà, définir des stratégies de reprise et des macro-actions associées, sachant que lorsque vous activez un plan que vous avez formalisé en amont, bien entendu, 100% de la vraie vie ne sera pas dans votre document formalisé en amont. Ça serait trop simple. Mais pour autant, le fait qu'il y ait 60, 70, 80, 90% des choses réelles qui vont vous arriver, qui auront été formalisées, vont vous faire gagner à la fois beaucoup de temps et beaucoup d'efficacité. C'est tout l'intérêt de formaliser ce type de plan. Un plan de continuité d'activité, ce n'est pas nécessairement une mécanique très très lourde. Ça peut être quelque chose de pragmatique et de simple. Et donc, une fois qu'on a défini ces phases amont qui vont nous permettre de déployer le plan de continuité d'activité, on va le mettre en œuvre. Alors, pour le mettre en œuvre, globalement, là aussi, j'ai simplifié le modèle, puisqu'on pourrait le complexifier plus ou moins, mais en tout cas, à minima, vous allez avoir 3+1 domaines qui vont être identifiés dans votre plan de continuité. La communication, la reprise des activités métiers et la continuité informatique. Ça, c'est les 3 sous-domaines. Et puis, vous en avez un quatrième que je vais faire apparaître, bien sûr, et qui, lui, est transverse, qui est le domaine de la gestion de crise. Donc, quand vous gérez une crise, vous activez forcément la gestion de crise et peut-être le plan de communication. Alors sûrement, le plan de communication est quand même très, très, très souvent activé. Et peut-être la reprise des activités métiers selon le type de sinistre. Et peut-être le plan de continuité informatique et télécom, la continuité IT, selon également ce qui va être, selon le type de sinistre, pardon, auquel vous allez être soumis. Alors, on va se centrer maintenant sur la fin de cette présentation sur la gestion de la crise et je finirai avec une partie Covid. Voilà, donc la cellule de crise, elle a vocation à définir la stratégie, à valider les plans spécifiques à activer. Donc tout ça, ce sont des choses que vous avez identifiées en amont dans la formalisation de votre plan, et puis surtout à arbitrer en temps réel, parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, globalement, la vraie vie, le vrai sinistre que vous allez vivre ne sera jamais écrit à 100% dans votre plan, donc il va falloir l'adapter en temps réel, et ça va être à ça que va servir principalement la cellule de crise. Alors, un petit focus pour terminer cette présentation sur ce qui nous tombe sur la tête là depuis décembre, notre ami Corona. Alors, j'ai rappelé je souhaitais rappeler quelques chiffres. Alors, les chiffres
Selon les sources, hein, ils sont plus ou moins équivalents, mais enfin globalement, on est à peu près aujourd'hui à ce niveau-là. Je vous ai également identifié les sources en question que j'ai utilisées, une source Vision Monde et une source Vision France. Donc aujourd'hui, 78, plus de 78 000 cas confirmés en France de Covid, plus d'1,4 million dans le monde. Et puis, bah, malheureusement, hein, le Covid tue. Hein. Alors, c'est pas le seul virus qui tue, bien sûr, mais celui-ci, il est vraiment pandémique, hein, c'est-à-dire qu'il recouvre l'intégralité globalement des pays mondiaux. Hein. Aujourd'hui, 184 pays touchés, 58 pays qui sont confinés. Et donc, effectivement, dans les décès, voilà, on a aujourd'hui plus de 80 000 décès dans le monde et plus de 10 000 décès en France. Malgré, hein, j'allais dire, le confinement. C'est-à-dire que heureusement qu'on est confiné. Hein. Là-dessus, je pense qu'aujourd'hui, tout le monde est d'accord. Si on n'était pas confiné, on aurait un taux de décès qui serait bien plus supérieur à celui-ci aujourd'hui. On est quand même dans quelque chose de lourd, hein, puisque 10 000 morts, c'est loin d'être neutre. Alors, si on parle d'une pandémie, au sens de la gestion de crise, qu'est-ce qu'on peut s'en dire? Alors déjà, c'est quand on identifie un scénario, c'est un scénario de crise, hein, une pandémie, c'est d'identifier les spécificités du scénario. Donc là, on va parler des spécificités de la pandémie. Donc la première spécificité, enfin, il n'y a pas d'ordre hein, spécifique dans l'ordre dans lequel je vous les ai positionnés, hein, mais en tout cas, une spécificité, c'est que la pandémie, elle est mondiale. Si on parle de pandémie, c'est qu'on est mondial, c'est qu'on n'est plus uniquement sur un petit périmètre, hein, mais c'est qu'on a déployé, c'est que le virus s'est déployé de façon globale et mondiale. Et on l'a vu, hein, 184 pays touchés aujourd'hui, 58 qui sont confinés. Donc, on n'est pas dans quelque chose de local, de régional, au niveau d'une ville, etc. Donc, ça dépasse potentiellement le cadre de l'organisation. Donc effectivement, les organisations, les entreprises, publiques ou privées, hein, sont potentiellement plus totalement maîtres de ce qu'elles souhaitent faire. Et on l'a bien vu typiquement dans les arbitrages hein, qui sont faits aujourd'hui par les États. Et quand l'État France, quand le gouvernement français dit ben, toutes les entreprises, sauf encore une fois un certain nombre d'entreprises particulières, type les hôpitaux ou type les entreprises qui ont vocation à nous nourrir, par exemple, etc., etc. Hein, mais globalement, toutes les entreprises, vous fermez et vous rentrez chez vous. Donc, quand l'État nous met en confinement, et ben là, on ne choisit plus. C'est-à-dire, c'est plus à la main de l'organisation. Donc ça, c'est quand même quelque chose qui est loin d'être neutre, puisque derrière, on voit bien qu'il y a un moment donné où l'organisation ne décide plus de est-ce qu'elle envoie les gens sur le site de secours ou chez elle, chez eux. Non, c'est plus sur le site de secours, c'est plus possible. On peut plus être les uns à côté des autres. On rentre tous chez soi. Donc ça, c'est quelque chose qui est loin d'être neutre dans la gestion d'une pandémie. Une pandémie, c'est également un aspect sanitaire et social. Bah oui, puisque c'est un virus, c'est une maladie. Donc forcément, derrière, il va y avoir une vision sanitaire où on va se poser la question, ben, qui est touché, quid des protections, on va revenir hein, sur ces sujets-là plus en détail après, quid du déplacement, du confinement, bon, voilà, avec cette notion de à quel moment c'est l'entreprise hein, qui valide le confinement et à quel moment c'est l'État qui vous y oblige. Et aujourd'hui, on est bien dans cette deuxième phase de c'est l'État qui nous y oblige. Autre spécificité, c'est que c'est difficile d'évaluer l'impact d'un point de vue social, financier, commercial, logistique en première intention et au fur et à mesure du temps. C'est-à-dire, et ça rejoint le sujet d'après, c'est que c'est quelque chose qui s'installe dans la durée. La pandémie, on le voit bien, hein, on est confiné pendant d'abord 2 semaines, puis maintenant 4 semaines, et puis peut-être 6, peut-être 8. Je ne veux pas être oiseau de mauvais augure, hein, et l'avenir nous le dira, mais il n'est pas impossible qu'on soit confiné encore un certain temps. Puis arrive ensuite le temps du déconfinement, et puis le temps du déconfinement, ben, le redémarrage de l'activité n'est pas immédiat, et il va falloir un certain temps avant que les choses se remettent en musique de façon nominale. Et effectivement, tout ça, c'est quelque chose qu'on ne maîtrise pas en termes de timing et que l'organisation ne maîtrise pas en termes de timing. Et puis, ben, je voulais juste aussi rappeler, hein, parce que c'est aussi la vraie vie, hein, que pendant ce temps-là, hein, ben, les attaques, elles, ne s'arrêtent pas. Donc, je vous ai sorti quelques extraits de journaux. Voilà, comment les pirates informatiques et les escrocs profitent de la pandémie. Attention aux attaques informatiques, des attaques informatiques qui visent les hôpitaux, des hackers s'attaquent à l'AP-HP en pleine crise du coronavirus. Bon, voilà, hein, donc c'est aussi des moments, les moments de faiblesse des organisations sont aussi des moments où les structures de type pirate, de type mafia et autres s'en donnent à cœur joie et bien au contraire de limiter leurs attaques,
ou même tendance à plutôt les augmenter. Donc attention, là aussi, ça va poser un certain nombre de problèmes par rapport à l'utilisation des mécanismes informatiques, hein, en particulier tout ce qui va être échange, messagerie, etc. Vous allez avoir des campagnes de phishing un peu plus que d'habitude. Vous allez avoir des risques sur les sites internet potentiellement un peu plus que d'habitude. Alors, je reviens à l'idée de la gestion de crise, hein, liée à la pandémie. J'ai parlé, hein, tout à l'heure, hein, que avant de gérer la crise, fallait s'y préparer. Donc on va se poser là aussi quelques questions liées à la préparation en cas de crise, pour la crise liée à la pandémie, pardon. Donc vous voyez que dans ma première parenthèse, hein, j'écris habituellement la crise arrive, n'en doutez pas. Et puis là, j'ai barré le pas et j'ai mis le plus, hein, parce que s'il y en a qui doutaient qu'un jour on puisse vivre une pandémie, on est en plein dedans, donc il y a plus de sujet, on est clairement bien aujourd'hui au sein d'une pure pandémie. Alors, parmi les choses qui sont nécessaires, alors ça, c'est valable pour à peu près tous les types de scénarios en continuité d'activité qu'on veut couvrir, hein, mais en tout cas pour la pandémie, ça l'est aussi, c'est d'identifier son patrimoine informationnel, hein, savoir quels sont les types de données, quelles sont les sensibilités des données, qui les utilise, pourquoi faire, où sont-elles localisées, stockées, sauvegardées, etc. Puisque quand on va devoir basculer en mode crise de type pandémie, il va falloir que chacun puisse accéder aux données dont il a besoin avec les bons moyens qui sont nécessaires. Donc voilà, donc comment circulent les données, comment est-ce qu'on se les échange. Si on faisait tout en papier, en mode pandémique, ça va poser quelques sujets, hein, quelques problèmes, donc il va falloir y réfléchir. Voilà, qui les administre, etc. Un sujet qui est loin d'être neutre en mode pandémie également, c'est tout l'aspect légal, les obligations de l'employeur, hein, en matière de santé, de sécurité au travail. Le droit de retrait, hein, on en a entendu pas mal parler, hein, du droit de retrait lors de cette crise. Le télétravail, bien sûr, on en a beaucoup entendu parler. Bien sûr, le chômage partiel, avec là aussi l'État, hein, qui va aider les entreprises sur ce sujet. Mais par définition, le chômage partiel existe à la base, hein, mais en mode pandémique, il peut prendre une importance beaucoup plus forte. Les mesures de protection qu'on va devoir mettre en place, alors je ne détaillerai pas tous les types de mesures qu'on peut avoir, puisqu'encore une fois, dans le modèle du webinaire, on n'a pas nécessairement le temps de rentrer dans tous ces détails, mais effectivement, globalement, deux grands types de mesures de protection, des mesures liées au système d'information. Donc voilà, si je me connecte à distance, peut-être que je vais utiliser des VPN, peut-être que je vais mettre en place des zones ou des mécanismes d'échange, hein, dans le cloud ou ailleurs, hein. Mais là aussi, si j'ai réfléchi en amont, je ferai moins de bêtises le jour J et je n'ouvrirai pas bêtement, par exemple, du SMB qui va me permettre, du protocole SMB qui va me permettre d'échanger plus simplement, mais qui va être très très ouvert sur Internet et qui va me mettre en danger fort vis-à-vis des pirates, par exemple. Et puis, bien sûr, la vision sanitaire liée à la pandémie, hein, les masques, le gel, les gants, etc., etc. Et puis, le cas échéant, hein, en amont, on peut aussi contracter une assurance avec certaines limites, hein, liées à la pandémie. Hein, autant ça peut bien marcher sur d'autres sujets, autant là, la problématique de force majeure, de catastrophe sanitaire se pose. Et effectivement, les assureurs ne remboursent pas nécessairement des pertes, par exemple, de fonctionnement liées à une pandémie, parce que ça nécessiterait un positionnement de force majeure ou de catastrophe sanitaire qui peut être exclu dans les contrats. Ensuite, on a une phase de détection. La détection, elle est assez simple, hein, dans le cadre d'une pandémie, hein. C'est la veille dite sanitaire, hein, c'est-à-dire, et puis c'est écouter les informations, et puis c'est éventuellement être abonné à des mécanismes de veille qui peuvent vous identifier que en décembre en Chine, il se passe quelque chose, et puis peut-être qu'en mars de l'année d'après, ça va être chez nous. Hein. Certaines organisations l'ont anticipé plus que d'autres, parce que effectivement, quand on voit grandir la chose, à un moment donné, on peut se dire peut-être que finalement ça va arriver chez nous. Et puis ensuite, on va réagir. Donc là, on est dans la phase de réaction au moment où on active la gestion de crise liée à la pandémie. On déroule donc un certain nombre de protocoles établis. Donc là aussi, hein, la liste est loin d'être exhaustive, hein. J'ai essayé d'identifier les principaux. Voilà, qui est malade, qui est sain, qui est en télétravail, qui est en chômage partiel, qui est en congé, qui est dans une autre condition. Quid de ma trésorerie, évidemment, hein, pour les organisations, puisque potentiellement on continue à payer les salariés qui sont plus nécessairement au boulot. Donc comment ça se passe? Donc là, on voit bien, hein, encore une fois, que dans le cadre de cette pandémie coronavirus, l'État a fait un certain nombre d'actions pour soutenir les salariés et les entreprises.
On va activer des mécanismes de connexion de type VPN par exemple, de partage de type visio, téléconférence, le cloud, etc., qui ne sont pas nécessairement actifs en mode nominal ou alors qui vont nécessiter plus de bandes passantes ou plus d'accès concomitant par exemple. On va activer aussi les mécanismes sanitaires, hein, donc les masques, les gels, les gants, le confinement bien entendu. On va activer le cas échéant l'assurance, si l'assurance prend en charge un certain nombre de choses. Parmi les gestes de réaction qui sont importants, c'est également la communication. Donc voilà, le confinement, ça crée un manque d'informations et ça peut engendrer du stress, de l'inquiétude, des questions diverses et variées, et à la fois des salariés ou des personnels de l'organisation, mais aussi des institutions, des fournisseurs, des clients. Enfin voilà, donc selon encore une fois le métier de l'organisation, selon comment on va fonctionner en mode dégradé, on va devoir communiquer. Alors, selon la cible, bien sûr, on communiquera plus ou moins régulièrement, mais en tout cas, le régulièrement reste valide toujours. C'est-à-dire qu'effectivement, le confinement apporte une exigence de communication plus forte. Et puis, le contenu sera plus ou moins différent, là aussi, selon la cible vers qui on communique. Et puis, un sujet lié à la pandémie, et là, on le voit bien, encore une fois, on est confiné depuis maintenant plus de 2 semaines et encore pour au moins jusqu'à mi-avril et peut-être encore après. Il va falloir prévoir des mécanismes qui sont faits pour durer dans le temps. Voilà, j'arrive à la fin de ma présentation. Toujours dans l'idée de gérer une crise, je voulais aussi rappeler que on vit des vraies crises et là on est en plein dedans, donc ça permet d'activer un certain nombre de mécanismes et de se rendre compte que certains mécanismes sont efficients ou pas. Mais pour autant, lorsqu'on est dans un mode naturel et comment dire mature de continuité d'activité, on peut aussi s'entraîner à gérer des crises avec des replis utilisateurs, avec des exercices de gestion de crise au sein des cellules de crise. Voilà, il y a un certain nombre de choses qui sont possibles de faire pour aussi faire en sorte que le jour J, on soit le plus près possible. Alors bien sûr, c'est vrai pour la pandémie, c'est vrai pour tous les autres types de scénarios. Mais là, j'ai focusé sur la pandémie. Voilà, j'en ai terminé avec ma présentation. Donc, je voulais aussi vous rappeler que restez chez vous, voilà, et puis un certain nombre de gestes barrières pour ceux qui sont amenés malgré tout à se déplacer pour diverses raisons, qu'elles soient professionnelles ou personnelles. Et puis, si si vous voulez en savoir plus et être tenu au courant, vous avez le site du gouvernement qui donne pas mal d'infos et qui est assez précis sur les différents sujets, qu'ils soient personnels ou professionnels. Voilà, merci de m'avoir écouté. Je vous avais dit une trentaine de minutes, donc voilà, on a fait 32. Et je suis maintenant bien sûr à l'écoute pour tout type de questions que vous pourriez avoir. Ah ça fait plaisir. Je vois que on est écouté jusqu'au Sénégal, donc c'est très très bien. Donc cette présentation sera visible en vidéo également, mise en ligne en vidéo sur le site de Cyberjob. Je pense que Manika la relayera également et nous on mettra à disposition le, le PDF du PowerPoint pour ceux que ça pourra intéresser. Alors effectivement, une question qui est posée sur les scénarios, l'indisponibilité des partenaires, effectivement, est alors soit traitée en tant que telle, et c'est un cinquième scénario, soit elle est incluse dans les scénarios précédents, puisque on va parler des prestataires dédiés à l'informatique dans le scénario dédié à l'informatique, des prestataires dédiés aux aspects locaux dans ceux liés à l'indisponibilité des locaux et des prestataires plus métiers liés dans ceux liés à la disponibilité des personnes. Enfin voilà, donc soit on en crée un scénario spécifique, on voit, moi donc on accompagne chez Manika un certain nombre de clients. Ce que je vous ai présenté là, c'est le genre de choses qu'on déploie au sein de nos clients. Euh, Chez les clients les plus matures, on voit jusqu'à une dizaine, une douzaine de scénarios identifiés de façon différente et spécifique. Plus on va avoir de maturité et plus on pourra spécifier les scénarios de façon à spécifier les réponses également. C'est-à-dire à ne pas avoir un cadre de réponse un peu générique, mais un cadre beaucoup plus proche d'un certain scénario. Si on spécifie un scénario de crue centenale, par exemple, ou effectivement de perte d'un prestataire, alors
par exemple, dans le monde bancaire, on parle beaucoup de PS2E, de prestataires de services essentiels externes. Voilà, je perds un ou plusieurs de mes PS2E, comment je vais m'en sortir? Voilà, plus on va avoir un niveau de maturité élevé, plus on pourra spécifier un grand nombre de scénarios spécifiques. Moins on est mature et plus j'encourage à commencer déjà avec les 4 que j'ai présentés, qui vont déjà permettre de traiter pas mal de cas. Il y a le Cameroun également qui nous écoute. Très sympathique d'avoir des gens d'un peu partout. J'espère qu'en Afrique, ça va bien se passer pour le moment. Vous n'êtes pas encore trop touchés. J'espère que ça vous attaquera pas trop. Est-ce que d'autres questions? Bon, écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, je vous propose de mettre fin à ce webinaire. Merci à tous et à toutes de m'avoir écouté. Et puis, écoutez, à l'occasion, il y en a un certain nombre que je connais déjà et ça sera avec plaisir de se recroiser. Merci bien. Au revoir.